L'enchaînement de secousses et de vibrations qui se renforçaient s'ajoutèrent au chuintement et au jet de vapeur de l'une des cuves, dont les panneaux d'acier commençaient à se dissocier et à s'ouvrir. L'ensemble des spectateurs, qui ne comportaient plus qu'Orvin, Titian et les Cantoïdes, s'étaient figés de stupeur quand K avait sectionné l'un des câbles du caisson. Le reste des fonds de Rivois avait fui dès la venue de la nuit noire, laissant ces quelques-uns seuls à assister au réveil d'un dieu. Azur remarqua un changement sous ses pieds, tandis que son monstre la rejoignait. L'herbe avait commencé à se flétrir, à l'instar des arbres proches des caissons et aux alentours, comme quand l'arme suprême avait été activée. Et cette fois-ci, le phénomène d'entropie accélérée ne fut pas contrebalancé par une force opposée, et la nature se mit à dépérir tout autour d'eux. Dorian ploya sous une force invisible et posa un genou à terre en se tenant le ventre dans un grognement de souffrance pure. Puis Azur fut elle aussi prise de douleur et agrippa son kimono avec force au niveau de son cœur, le souffle coupé. « Qu'est-ce qui se passe ?» « J'ai mal !» L'adolescente tomba à son tour à genoux, rejoignant K qui s'était recroquevillé en position fétale, soumis à la même force anthropique. La cuve géante acheva de s'ouvrir dans un panache de fumée et de vapeur, dissimulant aussi bien les machineries que son contenu. Orvin, qui avait été le plus proche de celle-ci, en subissait le plus gros des effets. Ses cheveux s'étaient parsemés de mèches grises et il partagea avec les Cantoïdes la sensation d'être pris en défaut par son propre corps. Il tituba au milieu de la vapeur à l'aveugle pour s'éloigner de la source de sa souffrance avant de se rattraper à un tronc décrépit lui empêchant de chuter au sol. Il dégobilla alors, constatant avec horreur la présence d'Astico dans son éructa. Titian et Mizugoro, plus éloignés de l'épicentre de ce phénomène par la faille qui s'était ouverte entre lui et Orvin, semblaient bien moins affectés, mais n'en affichaient pas moins une profonde confusion, couplée à une inquiétude non moins prégnante. L'énorme monstre amphibien recula d'un pas en baissant la tête et en fronçant ses petites paupières. « Mizugoro, calme-toi, tout va bien se passer. Enfin, je crois. » Même Bangiras, avec toute sa puissance, avait imité Mizugoro dans une posture de soumission. Sa méga-évolution avait cessé et il avait retrouvé sa forme normale en conséquence, indiquant la fin de ses intentions vindicatives. C'est alors que le vent souffla sur le site en ruine, au milieu des éclairs et de l'obscurité provoquée par la nuit noire. La vapeur et la fumée repoussée glissèrent sur la silhouette d'une sorte de cocon noir de plus de 6 mètres de haut, trônant au milieu de la capsule ouverte. La surface de celui-ci se mit alors à frémir et à se dissocier en plusieurs parties, avant de se déployer sous la forme d'un trio d'ailes dactyliformes, révélant son contenu dont le rouge de sang contrastait avec la noirceur de sa surface. La créature était semblable à un rapace arborant une paire de cornes et une longue crinière éthérée impossible à discerner d'une fumerole noire. Jour pantelant, Orvin fixa la créature en forme de Y avec un mélange de crainte et d'admiration morbide. Ainsi revint Yveltal, le héros de l'annihilation. Le monstre des murges bougea lentement la tête de gauche à droite, puis s'éleva d'un battement d'ailes. La bourrasque souleva poussière et plantes mortes, et toute matière organique touchée par ce soulèvement se changea instantanément en pierre, avant de s'effriter et de finir en cendres. Ce phénomène sembla affecter la créature qui frissonna, avant de poser son regard sur le corps inanimé du garde que Dorian et Azur avaient assommé tantôt. Elle abaissa lentement le long index griffu de l'une de ses ailes, faisant contact avec le dos de l'homme inconscient. Le point de contact propagea alors la pétrification, telle une encre recouvrant le corps du malheureux. Quand ce dernier fut à son tour réduit en cendres et dispersé aux 4 vents, Yveltal ouvrit son bec dans une effluve de buée froide et émit un son horriblement proche d'un gémissement de plaisir. Titian parvint à quitter son état de sidération, se rendant compte que la situation avait dégénéré à un point tel qu'il ne pouvait plus rien y faire. Seule la fuite semblait être une option viable à présent. Il fallait embarquer Dorian et la gamine et se tirer pour réfléchir à une solution, si solution il y avait. Il tourna son regard dans leur direction, mais ne vit que Dorian, toujours à terre et maintenant totalement incapacité par la proximité du dieu de la mort réveillé. Kai et Azur avaient disparu, et compte tenu de leur proximité initiale avec le monstre, Titian se demanda un instant s'il n'avait pas simplement été réduit en cendres par celui-ci, à l'instar du garde et des plantes mortes. Bordel, où est-ce qu'elle est ? C'est pas le moment de jouer à cache-cache. Il y eut soudain une explosion au niveau d'Yveltal, le recouvrant sous une nasse de fumée et de débris. Quand celle-ci fut dispersée par le vent, la divine monstruosité n'avait pas bougé, comme indifférente à cette tentative futile de blesser la mort. Elle tourna alors lentement, presque de manière irréelle, ses yeux sombres vers la provenance de l'attaque.
Un léger éclat turquoise illumina son regard morne dans lequel se reflétait la forme d'Azur à la sortie du laboratoire d'Orvin, avec à ses côtés Latias et Latios. L'adolescente, à bout de souffle et portant le corps tremblant de K dans ses bras, affichait un air de défi à l'attention du monstre, malgré la douleur évidente qui parcourait son corps affaibli. Les humains t'ont déjà vaincu, pas de raison qu'on recommence pas. Le combat continuait de faire rage au-dessus des restes de Mont Shyster. Et fort était de constater que depuis cette intense lueur provenue d'on ne sait où, Mugendina avait repris l'ascendant, décuplant sa puissance déjà incommensurable. Malgré leurs efforts concertés, Zacian et Zamazenta ne parvenaient plus à le mettre en défaut, et le plus gros de leurs actions était concentré sur le fait d'éviter les attaques du monstre colossal, sous le regard impuissant des humains en contrebas. Au cœur de la montagne ravagée, dans les sous-sols détruits de l'ancienne raffinerie d'Enerquartz, un amoncellement de débris et de pierres trembla suite au choc de titan qui se produisait à la surface. Et ce tremblement continua bien après l'onde de choc initiale, révélant la silhouette horriblement blessée de Sayorn. Plusieurs des crêtes qu'il possédait sur son dos étaient brisées, et sa carapace de pierre fracturée au point de laisser couler son sang sombre par les fissures de sa peau minérale. Il poussa un grognement, produisant ce qui semblait être un dernier effort pour se dégager des débris qui le recouvraient, avant de s'avancer d'un pas pantelant et voûté au-dessus d'une petite forme couverte de poussière. Bistre toussa, surpris d'être encore en vie suite au précédent effondrement. Il ignorait ce qu'il se passait à l'extérieur, mais une chose était sûre. Ces événements devaient être cataclysmiques pour avoir une répercussion si importante aussi profondément sous terre. Il observa la structure de métal tout autour de lui. On dirait que le laboratoire a tenu le choc malgré le dernier impact, mais l'infortune a voulu que cet effondrement se fasse sur nous. Le vieux forgeron passa ses mains sur la carapace de Sayorn, prenant acte de l'état critique du monstre qui avait fait barrage de son corps pour le protéger. Celui-ci émit un grondement sourd et tenta de faire un nouveau pas en avant, mais il ne parvint pas à mouvoir sa lourde masse et tomba à genoux à côté de Bistre. Ne force pas, mon ami, tu as déjà fait bien plus que ta part. Repose-toi, c'est à mon tour de donner de ma personne. Bistre croisa le regard de Sayorn en hochant de la tête de manière douce, et celui-ci sembla se relaxer légèrement, en tout cas autant que son corps meurtri le lui permettait. Puis le vieil homme se tourna vers les machineries complexes qui l'entouraient, il s'avança vers une large baie vitrée dont le verre avait depuis longtemps volé en éclats, et il observa la pièce en contrebas sur laquelle elle donnait. Il fronça les sourcils quand il vit un roc massif fendu en deux dont les parois étaient fixées à de nombreux câblages et systèmes mécaniques. Voici donc le météore dont parlait Galen. Le vieil homme testa les commandes autour de lui, il n'y comprenait pas grand-chose et ses quelques tentatives lui indiquèrent que de toute manière le courant semblait ne plus circuler dans ces machines. Je ne pourrai rien faire d'ici, il va falloir que je réfléchisse avec mes bras. Bistre quitta le panneau de contrôle et s'attela à escalader celui-ci pour atteindre la vitre brisée derrière. Il étudia alors la profondeur et les éventuelles prises qu'il pourrait trouver pour descendre le long de la paroi. Il releva ses manches en soupirant. Tout ça n'est clairement plus de mon âge. Avec une rigidité acquise par le poids que l'expérience faisait peser sur son corps endolori, le forgeron entreprit de descendre pour rejoindre le météore brisé, dans l'espoir de trouver un moyen de ramener Mugendina là d'où il venait. Cet espoir était faible, mais Bistre n'était pas du genre à se laisser abattre par les probabilités. Il manqua plusieurs fois de chuter, du fait d'une prise peu assurée ou d'un morceau de la paroi affaibli, mais contre toute attente, il parvint à toucher le sol sans plus de blessures que celles qui l'accablaient déjà. L'homme fit craquer ses mains usées, cherchant à faire circuler le sang dans ses doigts crispés par la séance d'escalade impromptue, puis il observa autour de lui. Cette chose est encore plus grosse de près, mais c'est encore loin d'égaliser la taille du monstre. Comment a-t-il pu tenir là-dedans ? Bistre étudia les câblages qui cerclaient le météore comme autant de vaisseaux sanguins fixés à un cœur. Il suivit leur direction du regard et nota qu'ils semblaient pour la plupart mener à de lourds systèmes électriques qu'il assimila à des batteries. L'homme plissa les yeux, peu à l'aise, mais comprenant que ce dispositif devait servir à pomper l'énergie du météore. Contrairement aux Galariens, sa connaissance des technologies anciennes n'était que théorique, acquise dans les livres. Il n'avait pas eu la chance de vivre avec ces machines et d'obtenir une compréhension acquise de la pratique, comme eux. Il remarqua cependant quelque chose qui l'intrigua. Le courant est coupé, mais cette connectique semble toujours active. Le vieux forgeron s'approcha de la plaque, couverte de mécanismes, qui de son point de vue de Cantoïde semblait plus ésotérique que mécanique. Mais il pouvait en dire une chose, les petites ampoules illuminées qu'il voyait ici ne pouvaient pas fonctionner sans électricité. Cela signifie qu'il y a une autre source de courant que le météore. Ça a l'air relié à ce gros câble.
L'Istre suivit le lourd câble jusqu'à ce que celui-ci disparaisse dans un mur taillé dans la roche. Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour trouver une porte menant à une annexe, étonnamment peu touchée par les éboulis et les secousses. L'endroit était encore illuminé, et il pouvait voir, alignés dans de lourdes cages d'acier, des dizaines de monstres reliés au circuit électrique, et dont la plupart avaient été débranchés par les dégâts du réveil de Mugendina. Je reconnais ces monstres, ce sont les mêmes que celui que nous avons croisé au port de Kikonam. Je pense que j'ai trouvé un moyen de réalimenter la console.